En direct avec Steve Goliot-Villers à la Phonothèque. Non, je tiens, c'est pas par hasard alors je t'interviewe ici parce que derrière toi il y a tes œuvres, et devant toi il y a tes œuvres, non pas moi, derrière moi, enfin vous voyez le truc. Steve Goliot que j'ai connu tatoueur. Il y a moult années, oui. Voilà, ce qui est tatoué est avoué. Est-ce que tu tatoues encore? Oui, mais extrêmement moins. Ouais, c'est toute ta profession directe. Tu fais ça pour les gens qui ont commencé à avoir de l'encre dans la peau. C'est ça, des projets qui m'intéressent et des gens. Enfin, avant, les gens se sont intéressés à mes dessins par mes tatouages. Maintenant, c'est l'inverse. D'accord. Alors, tu as commencé dessinateur ou tatoueur? Et après, tu t'es formé. Si tu veux, j'ai commencé à dessiner, je devais avoir 2 ou 3 ans, donc à l'époque, je tatouais pas encore. Non. Ouais. J'aurais pas eu de crédibilité avec 1m30 de haut pour tatouer un biker. Aux âmes d'année, la valeur n'attend pas le nombre des années. J'ai toujours dessiné, chez moi, c'est vital. Donc, le tatouage, si tu veux, c'est un moyen, entre guillemets, alors je mets des très très gros guillemets, relativement facile pour un dessinateur d'arriver à vivre de son dessin. Alors, la facilité en réalité n'existe pas, mais c'est comme ça que c'est conçu. Tout est en relatif. Tout est en relatif. C'est ce qui a attiré beaucoup de gens dans le métier et c'est ce qui est en train de tuer le métier. Oui, parce que ça c'est un autre débat. Tatoueur partout, justice nulle part, comme dirait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, puis bon, ça fait plusieurs années que je suis atteint d'une maladie qui me fatigue énormément. Ouais, donc, non, la politique, je m'en suis guéri. Hein, après les municipales de 2014. Oui, tu étais sur une liste. Oui, extrême centre. Extrême centre chez Clotilde Ripouille. Chez Clotilde Ripouille, oui, qui était. C'était un beau projet. C'était. Tu parles de Clotilde ou de la liste? La liste, très chère. Rien de personnel. Et donc, pourquoi t'impliquer en politique? Est-ce que le dessin ne suffit pas? Alors, si on parle de 2014, j'étais parti d'un principe simple, c'est qu'il y a énormément de gens qui râlent. Il y en a de plus en plus. Ouais. Mais des gens qui agissent, il y en a quand même relativement peu. Ouais. Donc, je m'étais dit, tant qu'à critiquer les autres qui font de la politique, autant essayer de mettre les mains dans le cambouis. Et j'ai mis les mains dans le cambouis et j'ai mis du temps à me les laver. D'accord. C'est fameux. Qu'est-ce que tu en as retiré à la base, une forme de dégoût de la démocratie. Ouais, mais est-ce que c'est le problème de la démocratie ou comme les dés sont pipés, ça n'est pas de la démocratie, donc tu ne peux pas être dégoûté de la démocratie, parce que ça n'était pas. Non, alors si tu veux, moi je suis plus dans la réelle politique. Ouais. Si on repart sur les élections de 2014, si je me suis investi dans un projet, c'est que je considérais que le projet était intéressant et était viable. Et pour le coup, Clotilde était dans une forme de réel politique. C'était pragmatique. On vendait pas du rêve. Bon. Et c'est peut-être ça le problème. C'est peut-être ça le problème. Donc, c'est compliqué. Puis ensuite, les espèces de magouilles, les listes fantômes pour faire couler les autres, etc. Enfin, je ne sais pas si tu te rappelles de ce qui s'était passé à l'époque. Oh, j'ai bonne mémoire. Ça va sortir dans un documentaire qui s'appelle Gare à Perpignan du bon Bertrand Schmitt, qui avait fait un aller simple pour Perpignan. D'accord. Voilà. Et donc, il y avait eu... Non, puis voilà, t'es pas jugé sur ton projet, l'autre n'a pas été jugé sur son bilan, autrement il aurait été éjecté avec perte et fracas. Ouais. Voilà, ça m'a un peu dégoûté des choses. Ensuite, je pense pas qu'il n'y ait pas de démocratie. Le problème, c'est que les citoyens se sont délestés de leur rôle. C'est-à-dire que tout le monde râle. Moi y compris, hein, j'aurais au moins la prétention d'avoir osé essayer de faire quelque chose, mais maintenant je fais les choses différemment. Voilà. C'est-à-dire que je m'implique vraiment j'essaie de m'impliquer dans le réel, aux endroits où mes compétences sont utiles, plutôt que d'essayer de faire un métier, puisque la politique est un métier qui n'est pas le mien. C'est la politique et le métier de tous les citoyens normalement, en démocratie. Non, c'est... Quand je te dis que la politique... Sauf quand le citoyen démissionne de lui-même, auquel cas on ne juge pas. Il y a beaucoup de démissionnaires, oui, mais non, la politique en tant que carrière est un métier.
ça requiert un savoir spécial, ça requiert une culture spéciale et probablement d'avoir une peau beaucoup plus épaisse que la mienne pour résister à la bêtise humaine. On va revenir là où on est, à la phonothèque. Comme je te disais tantôt, la dernière fois que j'ai fait une interview ici, c'était le candidat Pujol qui disait qu'il allait réaliser la phonothèque. Il se trouve que c'est Louis Alliot qui a été élu et qui a promis que dans 2 ans, en 2024, il y aurait une phonothèque, mais pas ici, et ça serait grand, de 300 mètres carrés, etc. Ça, c'était NAS. Voilà, c'est les amis qui passent. Alors, tu es ici parce que la semaine dernière, il y avait le Festival international du disque et de la BD, le 34e, du bon Jean Casagrand, et c'était ici un lieu où on pensait faire une phonothèque aussi, et c'est un rêve de gens depuis 87. Alors pourquoi c'est bien d'être exposé en centre-ville? Parce que si tu es exposé au milieu d'un champ, il y a peu de gens qui vont venir te voir. Raciste contre les corbeaux, la corbophobie. Non, alors déjà parce que c'est vraiment un très beau local d'exposition. Ça ferait une très belle galerie, je pense. Ce que c'est quelque part déjà. Ouais. Ensuite, parce que le FID, c'est vrai que c'est la 3e fois que j'y participe. C'est l'occasion de faire de très très belles rencontres dans le milieu de la bande dessinée pour le coup, et plus puisque l'année dernière j'avais quand même eu l'occasion de rencontrer Jean-Pierre Dionnet, qui pour moi est un vieux vivant. Il faut rappeler qui est Jean-Pierre Dionnet, le patron de Métal Hurlant, mais pas que. Patron et fondateur aux côtés de Möbius et d'un 3e larron dont je me rappelle jamais du nom. Ouais. Mais c'est un... Les gens qui ont inspiré beaucoup de cinéma aux États-Unis a posteriori. Oui, Blade Runner est probablement sorti de ça, en tout cas ça fait partie de la légende urbaine. C'était Alien aussi, visiblement, est sorti plus ou moins de là. Une forme de production de Dune est sortie de là, mais à l'époque c'était avec Jodorowsky. Et non pas avec Lynch. Taro, mais on y reviendra. Oui. Les Taro, on reviendra peut-être sur le sujet, mais... continue sur... Non, Métal Hurlant, c'était entre guillemets un passage obligé d'une certaine... Enfin, je vais pas dire avant-garde, quoique. Si. Parce qu'ils ont quand même déstructuré pas mal de choses au niveau du milieu de la bande dessinée, au niveau de la musique, puisqu'ils étaient très impliqués. Enfin, tu parles avec Dionnet, il a quand même fréquenté Prince, Michael Jackson et compagnie, et consorts. Ils avaient fait une superbe couverture d'ailleurs avec Prince qui foutait un coup de poing à Michael Jackson. Cette couverture était absolument fabuleuse. Et même au niveau du roman, au niveau de la science, ils étaient très, très axés science-fiction, mais ils ont donné leur lettre de noblesse à la science-fiction à travers la bande dessinée, le cinéma, les nouvelles, les romans, et même la peinture, puisque c'est quand même quelqu'un qui a été derrière Giger quasiment depuis le départ. Donc le créateur de la figure d'Alien, qui à la base Hans de son prénom. Hans Rudi. Hans Rudi, oui. Cher. Ah, ça vient de là. J'ai bien fait de venir. Hans Rudi, c'est un Suisse, un des derniers disciples de Dali d'ailleurs, puisque la ville s'entiche de Dali, mais c'est un des derniers. Donc Guéguer et Alien, c'est un peu catalan finalement. Là, la Catalogne est partout, y compris en Suisse. Uber Alès. La ville. Alès. On a le même sens de l'humour pourri, on va pas aller loin si on commence comme ça. Non, donc, voilà. Donc, tout ce petit monde se retrouve à Perpignan, mais j'ai l'impression que peu de gens le savent, à part les gens qui sont déjà convaincus que la BD c'est bien. J'ai l'impression que le festival était très populaire il y a longtemps, c'est début, et maintenant c'est un truc pour afficher. Ça ressemble même au festival de... Comment il s'appelle ce truc-là Quelle méchanceté il va nous sortir. Tu sais, le festival sur les livres d'art. Comment ça s'appelle ce truc qui a fermé, le Filaf. Le Filaf. Ouais. C'est devenu le Filaf malgré lui. Je pense pas. Enfin, alors, très honnêtement, je m'y suis vraiment intéressé depuis que je suis auteur. Ouais. Avant, c'était le truc que je ratais les 3 quarts du temps parce qu'effectivement, c'est sur un week-end. Et ceux qui savent
savent. Mais quand tu vois la fréquentation, bah, de toute façon moi j'ai dédicacé tout le week-end, donc j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient quand même venus d'assez loin pour rencontrer des gens que théoriquement tu n'es pas supposé croiser dans la rue tous les jours. Je vais dire. Ah oui, on a eu Berberian, il y a eu Claire, il y a Mezzo, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter un peu brièvement. Le seul truc qui manque d'ailleurs dans ce week-end, c'est un côté forum où on pourrait vraiment profiter les uns des autres entre professionnels. Avec des vidéos en direct de débat entre auteurs. Ouais, de Nicolas Codeville. Pas forcément, parce que je m'en fous, moi le temps que ça a lieu, moi je suis feignant, je me force à bosser même un jour de Shabbat, parce que je me dis que si je le fais pas, ça ne sera pas fait. Ouais. C'est pour ça. Mais non, moi je trouve que c'est un petit gros événement. Ensuite, au niveau de la bande dessinée, en France, l'événement absolu, ça reste Angoulême. Oui, mais plus fort. Enfin, moi, je rêve par exemple, de badge dans tout le centre-ville, avec ta photo, par exemple, et ton œuvre à côté. Et après, on dédicace, parce qu'il y a eu le dessinateur de Corto Maltese. Oui. Et après, on fait une grande vente aux enchères au profit des orphelins de la police. Des réfugiés. Non, je dis ça. Oui, non, mais je comprends ton point de vue. Alors, c'est vrai quand on en a discuté tout à l'heure au téléphone, j'ai sorti une phrase qui est une phrase de résignation que sortent la plupart des Perpignanais, certes. Mais je vais te dire, il y a déjà ça. Et c'est très bien. On est dans une ville qui est pauvre, une ville qui mérite d'exister. Ouais, c'est ça. Catalan. C'est ça. On est dans une ville qui roule pas sur l'or. Hein. On a des quartiers qui sont extrêmement pauvres. On a un niveau moyen qui est extrêmement pauvre. C'est une chose qu'on peut ne pas reprocher à cette mairie-ci. Et par conséquent aux mairies précédentes, c'est que quand même ils font des choses. Avec plus ou moins de succès. Là, je parle de toutes les municipalités que j'ai pu connaître en 30 ans. Avec de Jean-Paul Alluy à nos jours. C'est ça, de Jean-Paul Alluy, en passant par son poulain dauphin Brutus, jusqu'à l'actuel maire de la ville. Moi, je me rappelle, j'ai assisté à des réunions avec Alduy à l'époque, quand il comptait refaire le boulevard Clémenceau, avec le succès qu'on peut lui reprocher maintenant. Maintenant qu'on sait ce que c'est devenu. Ouais. Virer les prostituées pour ça, quand même, c'est bon ciel. Aïe. Non, ça a été fait en dépit du bon sens, comme beaucoup de choses, malheureusement, dans cette ville. Oui, mais il y a eu des marchés d'urbanisme, et ça n'a pas de prix. Pour le reste, il y aura aucun Mastercard. Oui. Mais là, on parle de l'économie marocaine. Revenons à Perpignan. Non, donc c'est vrai que la constante, ça a toujours été le manque de financement. Ensuite, je trouve quand même. Ou alors on finance plus le BTP que les arts, quoi. La culture est un geste de BTP plus que culturel. Il faut construire des grands murs en béton et mettre nos images dessus. Non, c'est un festival pour lequel j'ai énormément d'affection. C'est vrai que les auteurs qui viennent, parce que c'est pareil, hein, Claire, c'est un ancien métal hurlant, Berberian aussi, c'est une pointure nationale, Mezzo est une pointure nationale, et il suffit de voir la qualité de son travail. D'ailleurs, j'encourage les gens à aller voir son expo à la Funeraria, parce que c'est d'une maîtrise. Mais la Funeraria, c'est techniquement au fond du Campo Santo. Voilà, c'est l'ancienne morgue. Derrière, oui, comme son nom l'indique, il y a de la joie, bonjour les hirondelles. Comme diraient les amis anarchistes, hein, le Campo Santo, c'est quand même une bonne occasion de piétiner des prêtres. Ouais, voilà. Non, c'est un beau petit festival, mais est-ce qu'on pourrait faire plus gros? C'est pas plus gros, plus médiatisé, surtout. Ouais, mais il y a quoi comme média à Perpignan? Enfin, à part. Mais justement, il y a des médias de l'extérieur, vu la qualité qui est proposée, qui pourraient se déplacer. Ouais. Mais même des médias du sud catalan. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Par exemple. Ouais, mais est-ce que... ne serait-ce que pour rencontrer des gens qui sont à côté de chez eux. Je pense quand même que là, on avait un auteur purement catalan, un monsieur qui est absolument adorable. Malheureusement, pour moi, je ne maîtrise pas cette langue. C'est dessinateur important. Non, parce qu'il est catalan aussi.
et il parle très bien français. Enfin, non, alors il y en avait un qui, enfin en plus je lui ai acheté une bande dessinée l'année dernière qui m'a dédicacé. J'adore son trait, il fait la ligne claire un peu à l'ancienne. Frédéric Dufour, il n'est pas catalan aussi. Non, c'est pas lui. C'est avec des bacchantes, poivre et sel, avec une veste en cuir. Ah oui, j'ai vu passer. Super gentil en plus. Et bon, on arrive à baragouiner deux choses en franglo-espagnol. Mais je pense pas, il faut pas perdre de vue quand même que c'est de la BD française dans ce festival. Et que je sais pas quels sont exactement les bouquins français qui sont traduits de l'autre côté de la frontière, mais ça reste quand même très 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 francophone comme événement. Bah, ne serait-ce qu'on n'a pas de dessinateur genre américain ou anglo-saxon. Je veux dire, le jour où Tom Gould débarque vite dans l'Aude, par exemple. Mais et pour le déplacer, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste quand même un festival. Ça reste quand même la bande dessinée franco-belge reste quand même un milieu francophone. Là, les Corto Maltese, c'est plus le cas, parce que les deux sont espagnols. Canales vit à Madrid, non à Paris, me disait Ruben Pelirero, qui lui vit à Badalone, qui est francophone totalement, et qui parle très bien catalan. Et la dernière fois que je l'avais vu en 17, j'aime bien dire en 17 parce que 1917. Comme j'ai une barbe, on pourrait me prendre pour un poilu. En plus, on fait l'interview en octobre, donc voilà, la Picardie, tout ça, enfin, si Picardie Power. Ouais, voilà. Bon, ben voilà, quand tu as le dessinateur de Corto, alors que le nouvel album vient de sortir, ça va être plus médiatisé que ça. Mais je me suis pas penché sur le sujet, je veux dire. Enfin, je suis fan de Corto, mais, et c'est pour ça que... Moi, je sais pas, j'ai jamais été... Pratt, ça n'a jamais fait partie de mes... Je crois qu'à l'époque, il passait dans Pif Gadget. Oui, c'est vrai. Et c'est les pages de Pif Gadget que je sautais. Alors, j'étais jeune et irrespectueux. Je ne savais pas ce que je perdais. Très sexualisé à ton âge, plutôt. Mais ça n'a pas fait partie de mes... grand fou, là. Mais ça n'a pas fait partie de ma culture. D'accord. Donc, c'est vrai que je ne me suis pas forcément intéressé à ça. Tu sais que le monde entier, il n'a pas fait comme toi, tu t'en rends compte. Mais heureusement. Ton entier. Oui. Ça. Les dents ne sont plus qu'elles étaient. Bon, pour revenir à toi et ici, donc ici, ce qui est exposé donc à la phonothèque, c'est un tarot. Ouais. C'est un tarot qui est les arcanes, les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. C'est un tarot de Marseille de Perpignan. Voilà. Mais qui est très inspiré fait actuel et cinéma. Oui. Alors si tu veux, tout ça c'est issu. Ça c'est ton imaginaire. C'est issu du confinement tout ça. Parce que moi personnellement, je fais partie de ces rares berlus qui ont adoré le confinement, parce que ça a été une période intense de travail, de culture, de méditation, paradoxalement, j'ai beaucoup plus travaillé quand on m'a foutu la paix qu'avec les sollicitations du quotidien qu'on peut avoir tous les jours dans une vie entre guillemets normale. Ce qui fait que j'ai beaucoup dessiné pour mon deuxième et mon troisième livre. Et il se trouve que parmi tous ces dessins, il y a eu des chutes. Comme pour le jambon. Comme pour le jambon, voilà, c'est des dessins à la trancheuse. C'est des culs de jambon qui sont exposés là. Et j'ai assemblé une première carte avec des bouts de dessin. Alors, pour expliquer les choses, mes dessins, généralement, je les fais sur papier à l'encre de Chine, mais je les fais en pièces détachées. Ensuite, ces pièces, c'est-à-dire que sur un dessin, quasiment n'importe lequel de ces dessins, c'est la combinaison de 2, 3, 4, 5 dessins différents faits sur des feuilles différentes et ensuite assemblés sous Photoshop. C'était prévu comme ça, ou à un moment donné, il y a une masse critique de chute de jambon qui fait que on se dit, je pourrais très bien le reconstituer et le mettre dans le commerce. Non, comme je te dis, j'ai eu l'idée de faire une première carte. Je ne sais plus d'ailleurs, c'est laquelle la toute première que j'ai fait.
Pas la 1 parce que ce serait trop facile. Non, mais bon, peu importe. Et c'est vrai que à partir du moment où j'avais fait la première et que c'est quand même une idée qui me trottait dans le crâne depuis un certain temps, et bien ça a fait partie d'une forme de discipline quotidienne pendant, enfin quotidienne, je vais dire bi-quotidienne, parce que je n'en ai pas sorti une par jour quand même. Je suis pas à ce niveau-là. D'arriver à boucler les 22 arcanes. Donc ça te fait, ça t'occupe 44 jours, c'est déjà pas mal. Et comme je suis assez maniaque de la façon dont j'ai envie que mes dessins sortent, l'avantage de travailler avec des calques et avec des éléments séparés, c'est que tu peux faire ta composition et tu peux bouger ta composition. À savoir que la première version du jeu de tarot était intégralement en noir et blanc. Et que c'est quand l'Isabelle, que je salue au passage, qui a fait un très beau travail, elle et Bruno Cabello sur le festival, c'est quand elle m'a demandé de lui faire des fichiers d'impression que j'ai rajouté le rouge. Et l'avantage étant que, vu que c'est des calques, eh ben, il m'a suffi de travailler sur certains calques pour les passer au rouge, de façon à obtenir les résultats qui sont exposés aujourd'hui. Donc l'idée, c'est une fois que tu as eu terminé, là il se trouve que c'est exposé, donc jusqu'au 31 octobre, qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que ça se vend? Est-ce que ça s'achète? Est-ce que parce qu'on est acheté, on est forcément vendu? Est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est un jeu de cartes, tout simplement, que tu veux éditer? Est-ce qu'il y a des textes qu'on n'a pas forcément contre-ajoutés? Alors, si tu veux, grosso modo, tout ce que tu as dit est vrai. Alors, si tu veux, en commençant par l'édition de cartes, j'ai eu l'occasion de discuter avec Marie Meyer, qui était au festival aussi, et qui elle-même a édité un jeu de cartes de tarot. Elle a fini par le faire en auto-édition, c'est-à-dire trouver un imprimeur de jeux de cartes qui lui a imprimé ses jeux de cartes. Ensuite, si tu veux, le problème, c'est que, enfin, moi, j'ai un éditeur, hein, puisque j'ai fait des livres. Oui, alors, rapido, livre toujours dessin. Oui. Et pourquoi il t'édite? Pourquoi il m'édite? Par exemple, la photo, ça se vend mal. La photo se vend mal. Il y a un autre éditeur. Il faudra en discuter directement avec Jérôme Fricard, que je salue aussi au passage, qui est mon excellent éditeur, qui arrive à me supporter. Et à méditer, ce qui n'est pas une mince affaire. Et l'éditeur aussi Thierry Grillet pour les mystiques de Méditerranée, on le salue au passage. Thierry Grillet, de l'Indépendant, qu'on salue aussi au passage. De toute façon, c'est une toute petite fille, je crois que si on commence à rentrer dans les ramifications des salutations à faire, il y a 179 000 personnes qui vont y passer. Comment dire? Mais ça pourrait faire l'objet d'un livre. Mais essentiellement, quand tu dessines des cartes, des arcanes, les arcanes sont dessinés pour être édités en cartes. Sauf que c'est une technique, une technologie et des matériaux qui ne se traînent pas chez un éditeur ou un imprimeur lambda. C'est des formes de pelliculage spéciaux. Dans certaines cartes, il y a un film métallique à l'intérieur. Ça, je l'ai appris. Comme ça, tu passes pas les aéroports avec. C'est ça. Quand tu as le poké dans ta poche, au saloon, si on tire dessus, tu es protégé. Mais c'est vrai qu'in fine, moi, j'aimerais bien un de ces quatre tenir le jeu dans ma main. Ensuite, c'est vrai que l'auto-édition, si tu veux, j'ai un espèce de principe directeur au niveau de mes livres qui a toujours été que je ne voulais pas m'auto-éditer, je voulais que quelqu'un apprécie mon travail au point de prendre, entre guillemets, le risque professionnel et commercial de m'éditer. Ce que Jérôme a fait, ce dont je suis reconnaissant. Ensuite, c'est vrai que sur ce cas particulier-là, ce serait dommage de remettre tout ça dans un carton dans un mois et que ce soit dispersé parmi mes cendres le jour où je disparaîtrai. Parce que j'aime bien Si tu veux, quand je fais un dessin, et en l'occurrence, quand je me suis pris au jeu de faire ce tarot, je me raconte des histoires dans ma tête. Je veux dire, les artistes sont tous fous et je ne le renierai pas. Et c'est vraiment un jeu de tarot que j'avais vu dans un cadre cinématographique, genre un film de Tarantino ou un film de Robert Rodriguez, avec une
je vois une gitane dans une caravane, dans un trailer camp, perdu au fin fond des États-Unis, dans une caravane en alu toute foutue, qui tirait les cartes à je sais pas, une espèce de desperado, je sais pas trop quoi, avec sa bagnole Guerrero. Ouais, t'as le scénario, enfin, t'as la scène dans la tête où tu vois la meuf, elle retourne les cartes et t'as un biker qui sort, t'as le pistolet qui va sortir, enfin, la roue, j'ai mis le pistolet avec une balle dans le barillet et 50 à côté, c'est la roulette russe, tu vois. Et tu vois là, il y a une cinéma. C'est un peu la mode en ce moment en Ukraine, la roulette russe. Ah mon Dieu, ne me lance pas sur ce sujet-là, je vais encore me faire des amis. Oui, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas que les blagues en commun à ce niveau-là, mais on n'en reparlera pas justement. On a bien à faire. Alors, je vois que tu as aussi la carte 9, oui. le moine. L'ermite, Apocalypse, c'est le colonel Kurtz. C'est ça. Alors pourquoi oui, alors c'est c'est un ermite dans le film. C'est un ermite dans le film. Oui. C'est. Il aurait pu faire le fou aussi. Le fou qui c'est Rider. Le loco, le Ghost Rider. Bah, c'est particulier. Enfin, le processus de création. Enfin, c'est à ces raisons que la raison ne connaît pas. C'est-à-dire qu'il y a certaines cartes. Bon, El Diablo, par exemple. En plus, c'est un diable que j'avais déjà dessiné dans ma série Ligne Rouge. J'en avais fait la moitié. Donc, j'ai juste sorti et j'ai mis la fameuse allumette qui met le feu aux poudres. L'allumette qui met le feu aux vérités révélées. Le feu aux poutres. Aux poutres, il y a un vol. Et hashtag Notre-Dame de Paris, enfin façon. Mais parfois j'ai l'image en tête quand je commence le dessin, parce qu'ensuite, d'abord il y a eu de la récupération de bouts de dessin qui traînaient, et puis ensuite il y a des choses que j'ai fabriquées. Oui, tu as construit a posteriori. A posteriori, voilà. Si tu veux, j'en avais discuté il y a quelques années avec mon maître Joseph Morezo, et parce que L'aile noire, libérien. C'est ça. Non, il est pas du côté de Toulouse. Non, c'est un Toulousien, lui. Non, mais il est libérien, ça fait un peu de cimérien aussi, donc il y a un côté Conan du dessin, mais. Après Puzzle le destructeur, voilà. Et vu que j'ai tendance à beaucoup me cadrer pour éviter de me disperser dans ma pratique, j'ai lu quelque part que l'intelligence était la lutte contre la dispersion, ce qui fait de moi quelqu'un de très bête. L'archipel, donc, c'est une guerre contre l'intelligence. C'est ça. Non, je sais pas, passage. Archipel, oui, c'est très joli en allemand. Et au final, les règles que j'ai construites pour construire mon travail, des fois, elles me contraignent, mais elles me subjuguent. Et donc, il m'avait dit, c'est l'intérêt de construire ses propres règles, c'est de pouvoir de temps en temps les violer. D'accord. Alexandre Dumas a une théorie là-dessus, une histoire. Pour peu qu'on fasse vos enfants. Alexandre Dumas. Ouais. Oui, c'est en 2 mots. Ouais. Et Dumas d'ailleurs on dit. Dumas. Ouais. C'est pour ça que j'ai commencé ce jeu de cartes d'une certaine façon, et ensuite je me suis laissé porter par ce que je faisais. Enfin, je reprendrai toujours la phrase de Soulage qui dit c'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. Et c'est toujours pratique quand tu es dans une période où tu ne sais pas ce que tu fais, et bien de continuer à faire. Parce qu'à un moment donné, ce que tu fais peut faire sens. Et à ce moment-là, la raison, le rationnel réembraye sur ton travail, et tu arrives à construire quelque chose de... Alors, finalement, avant que ce soit un jeu de cartes, pour financer peut-être ton jeu de cartes, tu peux en faire des mugs. Parce que prendre son petit déjeuner avec ça, mug, t-shirt, finalement, comme les gens n'achètent pas de l'art directement... Mais là, il faut acheter les 22. Oui. Ah oui. Ah, il est de nouveau parmi nous. Miaou. Ouais, voilà. Oui, le merchandising pour donner un accès à l'art plus facile. Parce que les gens sont peut-être pas éduqués à l'art. Acheter de l'art, c'est... Moi ça m'arrive, chez moi j'ai une collection. Mais
Pour éduquer aux gens à l'art, il faut commencer par le merchandising. Il faut déjà qu'ils aient une appétence pour ça. Si, un joli mug que tu offres comme ça pour des gens qui aiment, ou le tatouage. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Ouais, voilà. Non, moi, j'ai aucun problème avec les histoires de merchandising. Ensuite... Parce que toi, tu as un format qui est facilement accessible au merchandising. Bah là, pour le coup, il faut... pas traité de salaud. Hein. Non, mais j'ai pas... Alors, si tu veux, j'ai aucun tabou à ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai assez peu... C'est où en carte métallisée, en affiche métallisée, par exemple. Parce que j'en ai... Si tu vas à Place République, il y a une boucherie dont le propriétaire m'a demandé de refaire sa devanture et utiliser un de mes dessins pour faire sa devanture. Parce qu'il cherchait de la visibilité et quelque part, la mission a été remplie. Il a une grosse demi-tête de taureau sur son établissement. C'est la boucherie Espinet, soit dit en passant, que je salue aussi au passage, qui fait du très bon travail. Tu vois, je suis sponsorisé. Ouais. Et, il y a des mécènes. Il y a des mécènes. Mais c'est les gens qui achètent de l'art qui sont des mécènes, peu importe la forme que ça prend. Ensuite, c'est vrai que j'ai déjà fait une collection 3 dessins pour des mugs pour une copine qui s'était acheté une machine à imprimer des mugs, etc., qu'elle a fait quelques-uns, qui étaient assez sympathiques. Ensuite, si tu veux, je crée d'abord. Je suis un petit peu le fil dont j'ai réussi à trouver une extrémité pour voir jusqu'où il mène. Ensuite, c'est vrai que moi, mon but est plus de... Comment dire ? Je préfère vendre 10 œuvres d'art, entre guillemets, quelle que soit la signification qu'on donne nos termes, que vendre 300 mugs. D'accord. Parce que j'ai pas envie... Enfin, si tu veux, on m'a déjà plein de fois contacté pour faire des t-shirts, pour faire des planches de skate, des planches de tout ce que tu veux, etc., etc. Et moi, j'accepte dans la mesure où j'ai pas à me soucier de la commercialisation. Parce que ça me fait chier monstrueusement. Donc, vendre un tableau, parce que je fais aussi des tableaux, enfin j'ai une exposition en cours à la librairie Torquatis, au passage, que je salue aussi au passage. Il faudra le mettre au générique, nous remercions. Et d'ailleurs j'aurais dû mettre des patchs sur ma chemise. Comme un footballeur. Bon, eux ils sont adorables et ils font beaucoup pour la culture locale aussi, soit dit en passant. Les footballeurs, bien sûr, surtout ici. Oui. Si on en faisait un peu moins pour l'USAP, on en ferait peut-être un peu plus pour la culture, soit dit en passant. Tiens, je viens de glisser la même chose aussi. Tiens, je viens de me faire des amis. Non, mais j'ai rien contre le rugby. Il y a une théorie de Thierry Grillet qui dit qu'en fait, contrairement à ce qu'on croit, et si on faisait une vraie enquête, la culture apporte plus que le rugby. Et il y a plus de gens intéressés par la culture que par le rugby. Mais si tu veux, tout à l'heure on parlait de la campagne de 2014. J'avais proposé dans ma grande naïveté et ma sottise culturelle. Mais tu sais, ça peut toujours être récupéré, ce que tu dis. Oui, mais que ça le soit, parce que l'idée n'était pas mauvaise. C'était que les stades, puisqu'on a quand même, si je ne me trompe pas, quelques stades à proximité, soient utilisés pour des concerts de temps en temps, vu qu'on n'a pas de zénith. Et je me suis fait traiter de blasphémateur. Ah oui. Non, l'émancipation intellectuelle et... Ah non, les stades, c'est juste fait pour jouer à la baballe, c'est pas fait pour autre chose. Bon, écoute, on restera un point noir. Au Stade de France, il n'y a que des matchs. Je répète, au Stade de France, il n'y a que des matchs. Mais le problème, c'est que, de toute façon, on peut revenir aussi sur la... Ou alors, ils veulent pas avoir Bigard et Indochine, ça doit être ça. Indochine, c'est une Madeleine de Proust. Pareil. Voilà. Et je pense que j'irai s'y passer. J'irai avec une moustache et des grosses lunettes noires. Mais voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de construire un zénith, on a préféré construire le théâtre de l'Archipel, qui a ses qualités probablement. Oui. Mais le fait d'être à location jusqu'à tard est très cher. Ce qui nous plombe de 16 millions par an. Non, c'est 2 millions par an. Non, c'est 32 millions à l'achat. Il y a la location, ça n'appartient pas à la ville. Oui, je sais, mais c'est 16 millions. 16 millions. C'est ce que m'avait dit quand Jordi Vidal était encore directeur, ce que ça coûtait par an. Et ça rapportait beaucoup moins. C'est un peu comme quand la France donne 14 milliards à l'Europe, qui lui revient 10 milliards. Ouais. Mais si on avait construit plutôt un zénith, on aurait créé de la culture de masse.
Sauf que les élites de l'époque, les élites perpignanaises, ont préféré construire un lieu réservé aux happy few plutôt que aux masses prolétariennes. Ben, c'est normal, c'est la bourgeoisie qui dirige toujours la ville. Et c'est un passage d'ailleurs dans le documentaire de Bertrand Schmitt. À un moment donné, l'épouse de notre glorieux maire dit la bourgeoisie a basculé quand ils ont les résultats. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, alors reprenons. La vie d'artiste, c'est facile. La vie d'artiste, c'est facile. Est-ce que tu gagnes T'en as d'autres à me sortir? Non. Est-ce que tu vis ton art à peu près correctement? Non. Ou tu fais gigolo pour vieille dame? C'est même pas ça. Alors si tu veux, ça fait 20 ans que je suis indépendant. Donc à une époque, j'ai vécu... Parce que tatoueur, oui, mais artiste? Ouais, alors le tatouage m'a beaucoup aidé à une période de ma vie et comme je le disais précédemment, j'en fais quasiment plus. Disons que, soyons clairs, j'ai eu un drame à une période de mon existence avec la mort coup sur coup de mes deux parents qui m'ont laissé un petit pécule. Rien de... j'ai pas une Porsche garée devant. Ouais. Mais, non, c'est Lamborghini. Ouais, Lamborghini. Mais ça m'a mis à l'abri quelques années, ce qui me permet justement d'une part de supporter la maladie dont je suis affligé, et d'autre part de travailler sur des projets qui sont beaucoup plus personnels et beaucoup moins commerciaux, comme ce qui est affiché ici. Donc oui, mais quand ce pécule s'éteindra, comment tu feras pour vivre? T'as la hache? Non, même pas. Je sais pas. Non, tu t'y es pas encore interrogé dessus, non, parce que le fond du truc, c'est en général, on a beaucoup de créateurs à Perpignan, des bons et des mauvais, mais toi tu fais partie des bons, musicaux et graphiques, et c'est pas très supporté ni par la presse locale, qui font pas le pari, par exemple, de confier une BD de 3 vignettes, tu vois, par exemple. Ouais, non, ou par exemple, la programmation de France Bleu Roussillon, il n'y a pas eu de direct pendant le festival. C'est-à-dire que ça aurait valu la peine pour France Bleu Roussillon d'avoir le beau plateau qu'on avait, quoi. Oui. Et je parle même pas de France 3. Non, ensuite, le problème, si tu veux, là pour le coup, j'en ai discuté avec pas mal d'auteurs pour le coup de bande dessinée, et il y en a beaucoup qui ont qui ont un vrai, entre guillemets, travail. Je me rappelle, j'avais flashé complètement. Vous pouvez prendre des cartes postales si vous voulez, hein. Il n'y a pas de souci. Donc vous prenez pas les paquets complets. Ouais, voilà, faut les revendre. Et c'était quelqu'un dont son nom me revient pas, mais j'avais adoré, mais vraiment adoré l'album de bande dessinée qu'il avait fait. Et par la magie des réseaux sociaux, j'étais rentré en contact avec lui. Et tu t'aperçois que le gars, il est prof dans un collège et qu'il fait ça le soir, la nuit, et qu'il peut tout simplement pas en vivre. En plus, la fiscalité à l'époque avait été révisée pour les auteurs de bande dessinée, ce qui fait que ils avaient été rejoints par le reste du peloton, et donc c'était totalement incompatible avec le type de revenus que te verse une maison d'édition pour un auteur lambda. Ensuite, des gens qui ont réussi à atteindre le sommet de l'Olympe, ils s'en sortent, hein, je ne vais pas te dire le contraire. Oui, mais c'est comme pour toutes les activités. Voilà, mais sauf que... Mais vaut mieux être plombier quand même. Oui, mais de toute façon, il y en a beaucoup qui sont dans l'éducation nationale, pour arriver à joindre les deux bouts. Non pas que ce soit une malédiction d'être dans l'éducation nationale, mais tu as des gens pour qui j'ai de l'admiration, j'ai de l'admiration pour leur travail, et qui mériteraient de pouvoir... Le terme mérité est à définir, mais qui mériteraient de pouvoir vivre de leur plume, qu'elles soient pour dessiner ou pour écrire, et qui sont contraints à avoir une activité alimentaire. Est-ce que si les collectivités territoriales en général, Papa Perpignan en particulier, savaient mettre en avant leurs artistes en décrétant que c'est une terre d'artistes et qu'on joue le jeu jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on assume la production verticale, comme on dit en capitalisme, de la production à la diffusion, ça permettrait d'avoir une visibilité différente du territoire. Je pense qu'il y a... si tu veux, je suis pas non plus... Il y a d'autres coins qui ont fait le coup. Oui,
je suis pas forcément un super fan de l'art subventionné, même si tu vas me dire que je me subventionne tout seul. Je ne veux pas devenir le Mayakovsky. C'est une question d'équilibre, comme dirait Francis Cabrel. Tu vois, je sais citer des grands philosophes du XXe siècle. Si on reprend, là je parle pas forcément pour moi, parce que moi je suis un épiphénomène dans ce milieu-là, mais je reprends l'exemple de cet auteur que j'avais pu contacter. Le gars, il te fait comprendre qu'il suffirait de modifier pas énormément la fiscalité appliquée à sa pratique artistique pour qu'elle devienne vivrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, sans avoir forcément besoin de se retrouver dans un système d'art subventionné comme ce qui se passe au niveau par exemple, de l'art contemporain, où les FRAC, etc., elles ont leur vivier d'artistes sous cloche qui font vivre. Bon, tant mieux pour eux. Mais juste que les gens qui font l'effort et qui ont la discipline de création, parce que créer une bande dessinée, c'est énormément de travail, même pour des choses relativement simples, parce que c'est quand même un volume c'est un volume physique de travail. Je veux dire, si tu écrire un livre, ça peut se faire maintenant sur un téléphone portable. Il y en a qui le font, tant mieux pour eux. Mais dessiner un bouquin de A jusqu'à Z, même 64 pages au format franco-belge, c'est vraiment c'est une contrainte. Alors c'est une contrainte heureuse, hein, t'es pas dans une mine en train de sortir du charbon. Ouais, t'as pas chopé la chibitose en dessinant. Voilà, mais tu vois, encourager la création par ce biais-là pourrait être intéressant. Ensuite, c'est sûr qu'avoir des feedbacks des institutionnels par rapport à des pratiques qui sont peut-être moins prestigieuses que certaines autres formes artistiques pourrait être intéressant, ça c'est clair. Moi je crois à la bâche imprimée, c'est pour ça que j'aurais bien vu en centre-ville toutes tes arcanes imprimées comme ça. Ça coûte pas cher au prorata de ce que ça fait de bien de Enfin, tous mes arcanes, ensuite, je veux dire, rappelle-toi, oui, mais dans le cadre du festival, je veux dire, les dessins de Mezzo, ils sont tombés par terre, les dessins d'Antonio Lapone, qui est devenu, qui l'affiche et qui était un personnage qui est extraordinaire et qui est devenu un ami. Sansa qu'on salue aussi. Que la Casa Sansa, qui participe à l'événement en s'occupant de nos estomacs, ce qui est pas une mince affaire. Le sport était très bien. Qu'est-ce que j'ai pris, moi le Friginette, qui était très très bon. Le Friginette. Et il y a effectivement, c'est une discussion que j'avais eue il y a quelques temps avec André Bonnet, justement. Parce qu'il y a beaucoup de murs qui sont en déshérence à Perpignan. Et ça pourrait être une idée de les confier à des artistes locaux. Au revoir. Merci, au revoir. Ça pourrait être une chose de les confier à des artistes locaux. Sous quelles conditions, ça reste à déterminer, mais... Tu ne sois pas arrêté par la police si on leur met pas une amende. Si tu prends, moi je me rappelle, l'un des premiers souvenirs que j'ai eu... Il y avait une proposition de Madi, je ne sais pas si tu connais, qui fait Kid Salvador, etc., qui n'a pas été retenue. Ensuite, c'est toujours pareil, il faut que ça tombe dans la bonne oreille au bon moment. Moi, je te dis, le premier souvenir que j'ai de Perpignan quand je suis arrivé il y a 30 ans, puisque 30 ans, quasiment jour pour jour, parce que je suis arrivé ici en 92. Quand tu arrivais de la pénétrante, tu avais ce gigantesque sur le côté de l'église méthodiste, là, ça des premiers jours. Tu as ce gros truc du Crédit Agricole avec le galion, qui était frais et pimpant à l'époque, et qui est complètement délavé maintenant. Je veux dire, il y a un espace... En plus, c'est une des premières images de la ville que tu as. C'est un des premiers murs. Est-ce que c'est la peine de communiquer à Paris qu'il faut venir à Perpignan dans le métro avec la statue des Pritchard qui avait été sortie des réserves où elle était cachée pour être réinstallée sur la place Catalogne, si finalement il n'y a pas grand-chose à voir en venant. Ensuite, on a de très bons restaurants. On ne va pas critiquer, mais faire de la pub pour Perpignan, oui, pourquoi pas. Je veux dire, ça a le mérite d'exister. Ce sera peut-être la phrase qu'on retiendra. On peut te le tatouer entre les deux omoplates. Ça mérite d'exister, ouais. Je sais pas si le résultat serait terrible. Mais il y a des choses. Le problème, c'est que j'avais discuté de l'ère Pujol avec un de ses adjoints il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que Pujol s'en foutait royalement de la culture. Ah oui, non mais il avait dit à un ami de France 3, juste avant qu'il soit nommé, si je devenais maire, parce que lui c'est un comptable,
premier budget que je serrais, c'est la culture. Parce que ça sert à rien. Parce que semble-t-il, sa grande passion, c'est la plongée sous-marine. Et Perpignan. C'était une passion de Louis, ça. Sous-marine. Pas de polémique. Et c'est vrai que Perpignan, c'est pas la meilleure ville pour un passionné de ce genre de sport, que je ne critique pas forcément, mais c'est vrai que moi j'en reviens à la fermeture des Beaux-Arts, qui sera pour moi la tâche ineffaçable de son mandat. C'est facile de détruire. C'est très facile de détruire. Construire et maintenir, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, mais les efforts, c'est fatigant. On est d'accord. Ouais, mais bon, alors si cette majorité municipale, au lieu de nous représenter un charmant monsieur âgé qui en a strictement rien à foutre de la ville, s'ils avaient mis quelqu'un de dynamique ou éventuellement une demoiselle dynamique, une dame dynamique, puisque dynamique. Pourquoi pas? Je m'en ferais. Alors strictement un chat dynamique. Non mais là pour le coup, je suis pas antispéciste. Hein, tu perds ton sang-froid. Voilà, ça, je suis antispéciste. Il y a tellement de. Il faudra mettre si tu fais une transcription, il faudra mettre des notes de bas de page dans notre conversation. Parce que la vidéo, faut pas m'emmerder à avoir attention. Parce que au début de ma carrière, je faisais des interviews pour de la presse écrite. Parce que là, des références, il y en a. Mais non, enfin. Pourquoi avoir représenté Pujol? Je veux dire, enfin, je pourrais piocher des noms dans la liste de ses adjoints. Il y avait quand même des personnalités jeunes et intéressantes qui auraient fait bouger les choses. Enfin, je pense à Caro Ferrer, bon, parce que c'est une amie, mais Olivier Amiel. Olivier Amiel, dont j'ai fait la couverture d'un livre que je salue en passant. La couverture, Olivier. Ça ira dans les remerciements à la fin du générique. D'ailleurs, j'ai un dessin qui, par son biais, est parti chez Bret Easton Ellis. Ah, d'accord. Donc voilà, l'auteur d'American Psycho, je veux dire, ça fait toujours plaisir, ouais. Et le dernier, oui, White, qui est un joli brûlot. Anti-woke, on va dire ça vite. Ouais, ouais. Non, c'est même pas dire ça vite, c'est juste dire qu'il faut savoir raison garder et que, en plus, le gars, c'est un vieux blanc, mais homosexuel pour le coup, donc ça lui laisse tout petit peu de marge de travail. Parce qu'il aurait été hétérosexuel, il aurait été déjà brûlé en place publique. Ouais. J.K. Rowling, c'est la plus chère. Ah, mais le problème du wokisme, c'est que. Faut pas rappeler la biologie, enfin le réel. Non, faut pas penser en termes de liberté d'expression. C'est-à-dire que comme le communisme de la grande épée soviétique ou le nazisme ou le mussolinisme ou la pensée communiste de Corée du Nord, tu n'as pas le droit d'avoir une opinion qui sort du dogme. Ouais. Parce que ton opinion ne sera pas critiquée. Tu seras critiqué. Ouais. Ces gens-là ne s'intéressent pas aux idées, ils s'intéressent à la façon dont ils peuvent détruire les gens. Oui. Et ça, c'est grave. C'est tout. C'est une forme de violence politique, comme on en a beaucoup connu au XXe siècle. Et... En fait, si c'est une vieille tradition, on respecte. Ouais, non. Non, si tu veux, c'est des... Tu t'es pas fait tatouer Bernardo Guy, l'inquisiteur, entre les deux omoplates? Non, mais j'aurais bien fait Sean Connery, tu vois, dans ce film-là. Le nom de la rose, Umberto Eco, que j'adore mais que je n'arrive pas à lire. Moi, dès qu'il y a une équation dans un bouquin, je suis foutu. Mais voilà. Là, il y avait des chapitres totalement au latin dans le nom de la rose. Si tu veux, moi, l'une de mes valeurs principales, c'est la liberté d'expression. Et tous ceux qui s'opposent à la liberté d'expression sont mes ennemis. Point barre. Je cherche même pas à... Tu ne peux pas condamner a priori une expression. Une fois que l'expression est sur la place publique, tu peux condamner l'expression sans forcément passer son auteur au pilon. Voilà. Mais dire a priori les blancs hétérosexuels mâles catholiques, bon, moi j'ai la chance d'être athée, donc j'ai peut-être gagné un petit point dans cette échelle de valeur, mais n'ont pas le droit d'exprimer. Pourquoi? Parce qu'ils sont blancs. C'est-à-dire que c'est du racisme 2.0, mélangé avec du sexisme 2.0, mélangé avec de l'agisme 2.0, mélangé avec... mais t'as la culture du viol en même temps. Oui, mais ensuite,
Et tu as colonisé la planète, je te rappelle. J'ai colonisé la planète. Tout seul. Oui, je suis un colonialiste. Je fête le jour de Christophe Colomb tous les ans d'ailleurs. Voilà, on ne le voit pas, mais il a un casque colonial qui est rangé. Oui, c'est pour la déco, avec mon poster Banania dans le salon. Non, mais ensuite, j'ai un culte de la rationalité et de la raison qui fait que je ne pourrais jamais tolérer ce genre d'hérésie. La phrase est plus complète c'est une phrase. Ceci n'est pas une contre-prise. C'est une phrase à tiroir, c'est pour ça qu'elle est commode. Voilà. Voilà. Et pour quelqu'un qui travaille quelque part dans le livre, à mon humble échelon, la liberté d'expression est la première liberté. Tu les sens très Fahrenheit 451, c'est moi. Ah, totalement. Ça relève de l'Inquisition, ça relève de... C'est inhumain, tout simplement. Il n'y a pas plus humain que l'Inquisition. Ou un cesse, un torero, comme aurait dit René. Alors bien sûr, Madame Thatcher. Est-ce que ce monde est sérieux? Alors, Cabrel 2 fois dans la vie. J'ai placé un double Cabrel, ouais. Avec le roue arrière. Qu'est-ce que je veux dire? Avant de se quitter, tu vas donner. Est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet pour commander tes œuvres, etc. Ah bah de toute façon, j'existe sur les réseaux sociaux sous mon nom à moi. Oui. J'ai pas de pseudo. Mes livres sont disponibles auprès de mon éditeur et dans toutes les presses littéraires. Ouais, les presses littéraires que je salue en passant. Mais est-ce que sinon t'es à Torquatis, je suis à Priva, je suis la librairie catalane, il m'en avait pris quelques exemplaires, ce dont je les remercie et je les salue en passant. Voilà. Ensuite, mes œuvres, c'est auprès de moi-même ou de la galerie Cividino. On connaît le bon Clément. Ouais, mais il faisait du design, il fait aussi de l'auteur. Ouais, j'ai un mur chez lui. J'ai un mur qui me réserve depuis 2019. J'ai 36 de mes œuvres qui sont exposées chez lui. Enfin, dans sa galerie. T'as l'adresse de la galerie de Clément? C'est l'ancien cours maintenant, à côté de la cathédrale Saint-Jean. Ouais, pas l'ancien cours. Je suis pas loin de l'ennemi. Voilà, et quoi dire de plus? Non, ensuite, j'ai commencé un blog pour expliquer mes dessins, parce qu'on me pose pas mal de questions sur mes dessins. Donc je suis trouvable sur Blogger, toujours pareil, avec mon patronyme. Steve Goluvillers, toujours pareil. D'accord. Ça tourne toujours autour de ça, et c'est le culte je suis le culte de ma propre personnalité. Alors, dernière question. Oui. Est-ce qu'une phonothèque à Perpignan, c'est urgent ou ça peut attendre 2024? Sale polémiste. Alors, si tu veux, moi, le projet de la phonothèque, j'en ai vaguement entendu parler par des gens au fil et par toi. Mais je ne sais. Je sais absolument rien. C'est toute la création locale sonore des années 20 nos jours que tu mettrais à disposition du grand public et avec des événements à la clé. Donc, il y aura un disque avec moi dessus. Voilà. Du temps où je jouais avec les bullshit. Ah oui. Eh oui. Et dans le bouquin qui était sur. Le rock à Perpignan, le groupe y est. Ouais. Je crois qu'un des fonds de scène que je leur avais fait y est. Mais je sais pas si. Moi, j'en ai fait partie pendant 6 mois. J'ai été une étoile filante du néo-métal perpignanais. Je parti trop tôt. C'est ça. Groupe, hein, du groupe. Non, j'avais trouvé du travail, ce qui est très néfaste à une carrière de musicien. Voilà. Là, on en revient quasiment à ce qu'on disait des auteurs de bande dessinée. Faire de la musique et ne faire que ça, compliqué en France. Est-ce que c'est bien ou c'est plus stimulant parce que finalement un auteur gavé n'a plus envie d'être créatif? Ah non, une fois que j'ai achevé un projet, j'ai qu'une seule envie, c'est de trouver l'idée du suivant. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de me gratter le crâne parce que j'ai 3 expos en cours. Là, j'en ai une à partir du 13 octobre au Centre de sculpture romane à Cabestany. Le lieu est très intéressant et c'est très intéressant que je puisse y camper mes productions. Et alors, ça sera quoi? Ce sera pas la même chose, fatalement. Alors, ça va être une anthologie de parce que quelque part, il y aura ça. Je vais les faire rééditer, mais en plus petit forcément. Et il y aura mon travail contemporain, mon travail de sculpture, mon travail de design, mon travail de graphiste, et tout.
parce que je ne sais pas si tu connais le lieu, mais la gigantesque pièce qui est destinée aux expositions temporaires, ben, je vais en profiter pour essayer de créer un panoptique de ma carrière. Surveillé sans être vu. C'est ça. Comme dirait Bantam. Je suis prisonnier de mon travail. À l'ex-prison de Modelo de Barcelone. Diantre. Ceci étant, on va se dire au revoir. Au revoir. Et à bientôt pour la suite de tes aventures, parce que c'est bien intéressant ce que vous me racontez là. Merci monsieur. Allez, ciao. Allez, ciao.